Très rapidement, on va parler, enfin très rapidement, oui, on va en parler un petit peu, peut-être moins que la vidéo sur Patreon, la première vidéo, et l'analyse arrive dans une deuxième vidéo que je vais faire aujourd'hui. Mais on va parler de l'Éthiopie un petit peu, de la situation actuelle. J'ai pris un petit peu de temps pour l'évoquer, dans la mesure où, un, je n'avais pas le temps pour l'évoquer sérieusement. Deux, il fallait quand même que je me fasse une idée de la situation. Trois, je ne voulais pas réagir à chaud pour éviter de dire des bêtises, hein, des bêtises qu'on dit lorsqu'on évoque ça à chaud. Qu'est-ce qui se passe en Éthiopie? L'Éthiopie, pour te la faire simple, si tu veux une analyse pointue, hein, il y a 1 heure de vidéo, il y a 40 minutes de vidéo, et il y a encore 20 minutes ou 25 minutes qui arrivent sur Patreon. Ça, c'est pour les analyses pointues, vous le savez. Hein, donc, les inconnus là, qui arrivent, fais-moi une vidéo sur ci, fais-moi une vidéo sur ça, je suis pas un jukebox. Voilà, mets-moi 10 euros sur mon PayPal, si tu veux une vidéo. Non, bah alors tais-toi, man. Voilà, ça. Je parle pas des habituels, je parle pas des gens que j'ai l'habitude de voir, je parle pas du public classique. Non, des gens comme ça qui t'insultent, qui oublient qu'ils t'ont insulté 1 heure avant et qui est-ce que tu peux me faire une vidéo sur la voiture qui est rentrée dans une autre voiture? Pourquoi t'as besoin de moi pour penser? Les mecs qui sont là, ils consomment sur YouTube. Est-ce qu'on vous a vu à la marche des libertés? Non, on vous a pas vu, les révolutionnaires en carton. Revenons à l'Éthiopie. Donc pour te la faire simple, l'Éthiopie, jusqu'à 74, c'est Haïlé Sélassié, le roi des rois, qui a été magnifié tel un Dalai Lama par l'Occident, alors que le type roulait en Rolls pendant que son peuple crevait de faim. Ça aussi, il faut le dire, les gars, vous énervez pas. Et oui, ils aiment les icônes, tu sais, Bono, qui est encore Bono, le Dalai Lama, tu sais, ils aiment leurs icônes pourries, là. Hein, quand ils te présentent quelqu'un comme une icône, fais gaffe, hein, fais attention. Bref, quoique des fois, ils utilisent de vraies icônes aussi. Hein. 74-91, Mengistu, régime du DEG, des militaires marxistes, qui vont se démerder tellement bien. Hein. Oui, ça c'est le communisme. Ils arrivent dans un pays qui a plein de ressources et qui est riche, et ils arrivent à te créer des famines. Ça a donné We Are the World, l'Éthiopie meurt peu à peu, tu sais, tous ces regroupements de chanteurs là qui viennent chanter pour gratter des fonds, pour les envoyer en Éthiopie, puis pour se faire de la pub accessoirement. Ça a donné ça. 91, ça tombe. Je te la fais rapide. L'Érythrée, la province nord, qui donne accès à la mer, se dit, tiens, nous, l'Éthiopie est un peuple avec 80 ethnies. C'est des petits pays accolés. Donc, les Érythréens te disent, nous, on veut être indépendants. On en a marre de vous, voilà, on veut être indépendants. Les Érythréens, c'est une grosse partie des Tigréens. Et tu vas voir que ça a un lien avec la province du Tigré qui est restée de l'autre côté. Donc, ils prennent leur indépendance, il y a une guerre. Ils prennent leur indépendance de fin 91 vis-à-vis de l'Éthiopie. Il y a une guerre avec l'Éthiopie, elle est perdue par l'Éthiopie. L'Érythrée existe. En 94, l'Éthiopie prend acte de cela. Elle perd l'accès à la mer. Et elle crée une nouvelle constitution fédéraliste. 80 ethnies, des régions, 4 peuples principaux, Amhara, Oromo, les peuples du Sud et les Tigréens. Régime fédéral, c'est-à-dire un État fédéral comme aux USA, des régions, des provinces dirigées par un gouvernement, par un parlement régional, par des élites régionales. La Constitution est tellement bien ficelée qu'en fait le pouvoir pendant 30 ans alterne entre les Amhara et les Tigréens. C'est plutôt les élites régionales qui font l'État fédéral, qui n'a aucune puissance sans ces élites-là. Et tout un tas de révoltes interethniques qui montrent que pas mal de ces peuples ne veulent pas vivre les uns avec les autres. Il y a des massacres un petit peu partout. Alors on n'est pas là pour dire qui est bien, qui est pas bien, je t'évoque juste le truc rapidement. La dernière décennie, de plus en plus de massacres. Les Tigréens qui dominent eux aussi à travers... Donc le pays est géré par une coalition de 4 partis qui forment le... Oh là là, alors les sigles, c'est le... on va dire que c'est un parti de coalition. Ce parti de coalition, donc voilà, est tenu par ces 4 partis qui représentent les peuples principaux. Ça pose problème. Surtout que les Tigréens, qui sont 6% de la population, dirigent plus ou moins le pays, avec les Amhara qui représentent, je crois, 27% de la population. Donc cette dernière décennie, même un petit peu avant, on a vu arriver le terrorisme, les islamistes. L'Éthiopie est devenue l'ami des USA avec des prisons secrètes où les Éthiopiens torturent pour les Américains, la sous-traitance de la torture. Ils interviennent en Somalie, ils interviennent contre les Shebabs, ils interviennent un peu partout, donc ils n'ont pas que des amis à l'extérieur. Il y a des massacres interethniques à l'intérieur, les régions ne s'aiment pas, les provinces ne s'aiment pas, il y a des difficultés économiques. Tu ajoutes le Covid, tu ajoutes tout un tas de trucs. Enfin, le Covid n'est pas arrivé encore. En 2018, il y a des manifestations de masse. On a un premier ministre jusqu'en 2012, un second. Le premier, c'est M. Zenawi. Le second, Haïlé Gebremichael.
il me semble, à moins que je te dise non, Gébré Michael, c'est Debretsion, c'est le chef du Front de libération du Tigré. C'est encore autre chose. Donc on a 2 premiers ministres. Le deuxième en 2018 démissionne. Il y a des manifs de masse, cassez-vous, on en a marre de vous, etc., etc. Il démissionne. Arrive le premier ministre actuel, tu vois, je te l'ai fait rapidement, Abiy Ahmed, qui a donc plusieurs challenges. Diminuer l'influence des Tigréens au pouvoir, éviter l'implosion du pays, lutter contre et proposer quelque chose économiquement parlant, parce que le pays souffre aussi d'une économie déplorable, de pauvreté et de tout un tas de choses, alors qu'on est dans un pays riche. Lutter contre entre guillemets, le terrorisme, lutter contre le séparatisme, faire, voilà. Surtout que l'Éthiopie, tu as vu où c'est situé, c'est très convoité, c'est parce que c'est situé de l'autre côté de la mer Rouge, en face du Yémen, en face de l'Arabie Saoudite. Il y a un contrôle, peut-être pas de l'Éthiopie directement, mais l'Éthiopie, tu sais, s'installe des bases d'écoute, des points d'appui, etc., etc. C'est un lieu hyper stratégique à la Corne de l'Afrique. Hein, tous ceux qui n'ont pas pu s'installer en Érythrée, c'est les Séoudiens et les Émiratis qui se sont installés. Tous ceux qui n'ont pas pu s'installer peuvent s'installer là et écouter tout le monde et regarder tout le monde. C'est une région qui a été militarisée puisque pendant très longtemps, on a développé la piraterie somalienne en utilisant des vieux Somaliens et des jeunes Somaliens en les transformant en pirates. Hein. On se demande qui y a derrière. Personne ne s'est posé la question à savoir comment ils arrivaient à localiser les bateaux, comment ils faisaient. Eh oui, il y avait des complicités. Donc cette région a été plus ou moins ensuite militarisée. Ben oui, on crée le problème. Les pirates somaliens et ensuite toutes les flottes du monde arrivent et elles sont là autour de l'Arabie Saoudite, du Yémen, de l'Iran. Encore une fois, voilà. Alors que les pirates somaliens, tu sais, c'est très facile à contrecarrer. Pirates somaliens qui sont en complicité avec tout un tas d'armateurs et de services, sans s'en rendre compte, manipulés encore une fois, ça aussi il faut que tu en tiennes compte. Voilà, je te laisse creuser la piste, c'est une vidéo rapide. Abiy Ahmed, Premier ministre arrive, 2018. Il entame des réformes, il libère les journalistes, parce que c'est un pays qui est autocratique quand même, hein, l'Éthiopie, ça a été une dictature et ensuite ça a été l'autocratie. Il libère les journalistes, il libère les hommes politiques, il essaie de lutter contre la corruption, il lance tout un tas de réformes politiques, il fait tellement bien les choses que la communauté internationale l'applaudit. On lui donne le prix Nobel de la paix pour l'encourager. En 2019, il dissout la coalition de partis et il crée le parti pour la prospérité. Ils veulent reformer une nouvelle coalition, mais en rééquilibrant, en réaménageant l'équilibre des forces. À partir de là, les Tigréens disent non, non. 6% de la population qui te dit non, 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 nous, ça ne nous convient pas. 3 des 4 partis qui formaient la précédente coalition renouent dans ce parti pour la prospérité. Les Tigréens disent non. La crise démarre de là. Ils refusent de se faire évincer et de perdre un petit peu du pouvoir qu'ils avaient. Partant de là, donc, il y a tout un tas de bisbilles, je vais te la faire rapide. Le Parlement fédéral, dont le mandat fini en octobre 2020, n'a pas pu bénéficier d'élections. Les élections ont été reportées en 2021. Les Tigréens, donc là en 2020, prennent pour prétexte cette absence d'élections, ces élections repoussées, pour dire le Parlement fédéral tel qu'il est actuellement n'est pas légitime, ce qui n'est pas faux. Il n'a rien à nous dire. Nous n'obéissons plus au gouvernement fédéral et nous utilisons l'article 39 de la Constitution de 1914, article qui nous autorise à quitter l'Éthiopie, à faire sécession. Il suffit juste de respecter une certaine procédure. Et là, vous voyez, on va retrouver, hein, et les amis, on retrouve encore une fois une province séparatiste qui utilise un droit légitime face à un autre droit légitime. Ça ne vous rappelle pas le Haut-Karabakh, ça ne vous rappelle pas la Géorgie avec la Djari, l'Ossétie, ça ne vous rappelle pas? L'Éthiopie est un modèle, est un énième modèle d'un type de conflit. Le conflit entre un État et une province séparatiste, ou alors un État et un non-pays à côté. Hein, on peut en citer plein des cas comme ça. Hein. Le Donbass, je ne sais pas, il y en a plein de monde. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, et voilà pourquoi j'en ai fait une analyse, un début d'analyse sur Patreon, et je vais poursuivre l'analyse là, en faisant des comparaisons. Là, je poursuis pour toi, je vais rester dans le factuel, donc à partir de là, les Tigréens, on dit voilà. Le gouvernement fédéral a commencé à prendre la température, à voir ses alliés un petit peu. Ça tombe bien, Abiy Mohamed, qui est un Oromo, s'entend avec les Érythréens. Les Érythréens ont du mal avec les Tigréens, surtout. Et les Amharas aussi.
Le gouvernement va proposer d'abord, enfin va développer d'abord une réponse intelligente, une réponse mesurée, une réponse juridique, une réponse économique. La réponse juridique, c'est d'enlever les pouvoirs au gouvernement local, qui apparemment n'est plus légal pour eux. Ensuite, c'est de couper les budgets. À partir du moment où ils coupent les budgets en octobre, le 4 novembre, les Tigréens, province du Nord, province où il y a beaucoup de militaires éthiopiens, puisqu'on est à la frontière avec l'Érythrée, province dont la capitale Mekele abrite le commandement Nord, province où pas mal de militaires éthiopiens ont sympathisé avec les Tigréens. Donc les Tigréens s'emparent notamment du commandement Nord, de tout un tas de places fortes qui appartiennent à l'armée éthiopienne. Dans la province du Tigré, tu as la carte devant toi. Ils s'emparent du matériel. Coup de force. Le gouvernement sait qu'il doit... Alors le gouvernement doit lutter, Abiy Mohamed doit lutter contre le séparatisme, doit empêcher que ça fasse tache d'huile, que ce mouvement insurrectionnel qui existe depuis 1975 ne donne des idées à d'autres mouvements insurrectionnels, parce qu'il y en a d'autres, notamment au sud. Je vous rappelle qu'il y a une partie de la population qui est musulmane, une autre partie qui est chrétienne. Il y a tout un tas. C'est un pays fédéral, hein, donc il peut exploser en petits pays. Donc si les Tigréens continuent leur petit jeu, d'autres provinces peuvent avoir envie de faire la même chose, et l'armée éthiopienne aura du mal. Une armée assez solide, une armée assez équipée de vieux matériel, mais assez solide et qui sait se battre. L'armée éthiopienne est une vraie armée. Ça, je vous le dis, il suffit d'aller voir un peu l'histoire de l'Éthiopie. Vous pouvez remonter jusqu'au roi Ménélique. Vous pouvez aussi aller voir les défaites italiennes dans les années 30. Les Éthiopiens savent se battre. Même si le matos n'est pas super, ils savent se battre, mais ils ont le matos adapté à la configuration. Ils n'ont pas besoin d'avoir des Rafales, ils ont des MiG-23, ils ont des Sukhoi 25, ça suffit pour faire de l'attaque au sol. Le MiG-23 suffit pour... alors, le Sukhoi 25 suffit pour l'attaque au sol, le MiG-23 suffit. Pour le reste, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, on est rentré dans un affrontement. Très vite, l'armée éthiopienne prend le pas, reprend des villes. Tout ce mois-ci, là, elle a repris des villes très rapidement, donc les villes tombaient une à une. Et moi, ce qui me manquait, c'était surtout de savoir ce que voulait le TPLF, le Front Populaire de Libération du Tigré, donc dirigé par Debretsion Gebremichael, ce qu'il voulait, sa force, pour pouvoir ensuite faire une vraie vidéo. Maintenant, j'en sais un peu plus avec la chute de Mekele. Donc l'État fédéral a repris progressivement du terrain. Nous sommes dans une zone de haut plateau, donc il y a quand même des parties tenues par le Tigré. Alors, la Constitution de 94 a donné tellement de pouvoir aux régions qu'ils ont leur propre armée. Par exemple, là, les Tigréens, c'est 6 millions de personnes et c'est à peu près 250 000 combattants. Qui ne sont pas super armés, mais qui ont de l'armement. Ils viennent de faire tomber un MiG-23. Ça sous-entend quand même des manpads. Ils viennent de reprendre une ville, Aksum, tout en perdant la capitale. Ce que nous montrent les événements de ces dernières heures, c'est que même s'ils ont perdu beaucoup de villes, il s'agit d'une stratégie voulue. De part et d'autre, on veut préserver la population, parce que la population fera la pointe. Voilà pourquoi les villes ne sont pas tenues et pourquoi les combats ne sont pas frontales. Mais contrairement au Karabakh, par exemple, les Tigréens s'engagent dans une logique de guérilla dans le temps. Les mouvements insurrectionnels en Afrique peuvent durer des décennies. Là, ils ont une population qui leur a acquise, donc je pense qu'ils ont quitté les villes pour pas que la population subisse, et ils veulent entraîner le terrain en phase 2, en phase maquis, en phase guérilla. Et là, d'après ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils s'aventurent vers une phase de guérilla et d'usure. Affronter le gouvernement, mais non pas sur le terrain des villes, qui serait trop favorable au gouvernement, parce qu'il est beaucoup plus puissant. C'est comme un boxeur, tu vois. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la boxe, qui pensent que la boxe, c'est se faire prendre des coups et pas bouger. Non, la boxe, c'est l'art d'esquiver et de remiser. Donc, quand tu vas affronter un mec beaucoup plus puissant que toi, et tu le sais, tu fais pas la bagarre, tu restes pas au centre du ring, tu tournes, tu te sers ta mobilité, tu remises, tu contre-attaques. C'est ça la boxe. C'est pas prendre des coups et finir paraplégique à 40 ans. Pour ceux qui n'ont pas compris, surtout qui n'ont jamais boxé. Là, c'est pareil. La stratégie de la guérilla, c'est que si tu restes dans des villes, tu ne pourras pas les tenir longtemps, ta population va morfler, elle va se retourner contre toi, elle voudra un retour à la normale, et l'armée éthiopienne est beaucoup plus puissante, elle a de l'aviation, elle a des canons automoteurs, des obusiers, elle a des chars, elle a tout un tas de matos, qui fait que tu ne pourras pas tenir. Alors, il faut entraîner le terrain,
dans ta zone de confort. Ta zone de confort, tu as des hauts plateaux, tu as une armée plus ou moins entraînée, motivée, ethniquement homogène. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'emmènes là. Et apparemment, depuis donc, la capitale, alors, le 22 novembre, le premier ministre de l'Éthiopie, M. Abiy Mohamed, a lancé un ultimatum aux Tigréens de 3 jours. Le 26, l'ultimatum est refusé. L'armée a commencé à cerner Mekele. Il y a eu des affrontements. Les Tigréens ont quitté la ville de Mekele volontairement avec la population. Voilà. Je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne tiennent pas la ville? Ils ont décidé de faire autre chose. Hein. Les Irakiens ont tenu des villes devant des Américains. Eux, ils ont décidé de faire autre chose. Donc là, on s'engage dans une guérilla. Une guérilla qui peut être très longue, qui peut être coûteuse, qui peut faire en sorte... c'est la population qui va jouer et l'international qui vont jouer le rôle d'arbitre. L'Éthiopie veut absolument être soutenue par l'Occident. On a l'Union européenne qui parle de crimes de guerre, puisque les Tigréens en face n'hésitent pas à faire des crimes de guerre. La chute d'une ville, Maïkadra, la chute de la ville de Maïkadra a provoqué le massacre de 600 Amahara, massacrés par les milices tigréennes qui venaient de perdre contre l'armée éthiopienne. Donc l'Union européenne parle d'enquête, de crimes de guerre. Donc de part et d'autre, enfin surtout côté éthiopien, on tient à la légalité, on tient à préserver un petit peu les populations. Et c'est une des clés pour sortir du conflit, hein, rester le plus clean possible. Voilà pourquoi ça progresse, mais doucement, mais sûrement. De l'autre côté, les Tigréens, du côté des Tigréens, il me semble qu'on s'achemine plutôt vers un jusque-boutisme que je ne m'explique pas, puisque les Tigréens sont attaqués par l'ouest par les Amharas, qui veulent récupérer des territoires qu'ils estiment leur appartenir, sont attaqués par le gouvernement. Les Somaliens ne les aiment pas, et les Érythréens ne les aiment pas. Et eux, ils tirent des roquettes sur tout le monde en ce moment. Donc, si le Front populaire de libération du Tigré veut tenir, je sais pas, je me pose une question. Normalement, pour tenir, il faut avoir des appuis. En fait, c'est simple, cette guérilla, trois possibilités. Soit elle se fait mater, et elle reste de manière résiduelle, et l'État reprend ses droits. Soit elle veut durer. Et là, il lui faut des soutiens, il faut de l'approvisionnement, et je ne vois pas qui va la soutenir là. Elle est cernée de toutes parts. Je vois mal les Américains ou les Russes venir en avion lui envoyer du matériel, ça serait illégal. Donc ils se sont mis dedans tout seuls. Soit ils se battent un certain temps et puis ils essayent de négocier ce qui est négociable. Voilà les trois possibilités. Soit ça dure longtemps, c'est une guérilla voilà, qui va durer longtemps, soit ils se battent fort pour négocier, soit ils se battent un peu et puis ils restent de manière résiduelle parce que de toute façon ils ne vont pas tenir. Je suis incapable de te donner le futur de ces péripéties. Je suis incapable de te donner le futur, ce qui va se passer. Je suis incapable de te dire ce qui va se passer. À l'heure actuelle, on s'achemine vers une guérilla, mais tout peut basculer vers une négociation ou vers une amplification des combats. Il peut y avoir des bavures, je ne sais pas. Voilà, pour te la faire rapide, pour te la faire pas courte, parce qu'il y a quand même... j'en suis à combien là? J'en suis à 20 minutes, hein, bientôt. Mais pour te donner une idée, puis bon, après l'analyse, l'histoire de l'Éthiopie, le replacement dans le contexte, etc., etc., ben, il y a une vidéo Patreon, il y en a une première qui a été posée, la seconde va être posée là, aujourd'hui, demain, je vais voir un petit peu. Voilà, les amis, pour ce qui est de l'Éthiopie. Et demain ou après-demain, on va dire le 2, peut-être le 1, peut-être le 2, on va faire un live pour parler un petit peu de l'affaire Michel, de la marche des libertés et de tous les enseignements qu'on peut tirer de ces faits. Voilà, j'ai tout dit. Ciao tout le monde.